Et pour ouvrir la soirée, une pucelle est à l'honneur. Pas n'importe laquelle, celle d'Orléans. Jeanne d'Arc avec Jack Minier. Bonsoir Jack. Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir. Jeanne d'Arcadie ou la secrète couronne. Alors c'est un roman, on va le dire, que vous venez de sortir. Je dis un roman parce que c'est pas un bouquin d'histoire. C'est un livre à double lecture. C'est ça. Je ne suis pas historien patenté, je suis pas universitaire, donc je n'ai pas la griffe de l'autorité. Ce qui fait que je suis obligé de marquer roman. Et en plus, je l'ai noyé dans une aventure, enfin dans une enquête contemporaine, qui fait que c'est un livre. C'est presque un thriller. Hein. Oui, oui, tout à fait. Oui. J'avoue que j'ai un petit peu d'admiration pour Dan Brown et quelques autres, donc j'ai essayé de faire modestement un bouquin amusant. Bon, je vous souhaite une petite part de son succès à Dan Brown. Ne serait-ce qu'une petite. Voilà, parce que je dis jamais le même succès, parce que c'est, à mon avis, c'est un le même service marketing. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans tous les cas, Jeanne d'Arcadie ou la secrète couronne. Alors, vous êtes d'Orléans, vous êtes venu exprès ce matin de cette ville. Qui était cette jeune fille? Parce que c'est ce qu'on va essayer de découvrir ce soir. Le vrai visage, en tout cas, le visage que vous avez tenté de découvrir. Déjà, alors, Jeanne d'Arcadie, donc Jeanne d'Arc, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été étudiée, elle continue à être étudiée dans le monde entier. Mais par des tas de gens, oui. Aux États-Unis, au Japon, partout. Je suis pas le premier à écrire quelque chose sur le sujet. Il y en a plein qui l'ont fait avant moi. Les derniers en date, c'était, à ma connaissance, des journalistes lorrains qui ont fait une bonne enquête. Mais tous les gens qui ont écrit là-dessus, depuis Voltaire, Michelet et tant d'autres, jusqu'à effectivement Monsieur Gay et ces deux journalistes là, voilà, sont tous passés à côté d'une chose essentielle. C'est la réelle identité de Jeanne d'Arc. On va la découvrir, cette réelle identité. Parce que ce qui est intéressant chez cette jeune fille, parce qu'elle est jeune, elle meurt à 19 ans. Hein, donc, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'est pour ça que je suis provocateur là-dedans, parce que a-t-elle été brûlée, tout ça, machin, on va en parler. Mais en tout cas, l'histoire telle que moi je l'ai eue devant les yeux et dans les oreilles quand j'étais môme, brûlée, machin, jeune bergère à qui on confie quand même la nation, hein, voilà, le destin de la France, etc. C'est tout à fait naturel. Voilà, elle entend des voix, etc. Bon, il y a une histoire très très romancée autour de cette pucelle d'Orléans. D'ailleurs, on apprend même que dans votre bouquin, on va aller jusqu'à vérifier si elle est vraiment pucelle ou pas. Donc c'est assez. Il y avait des draps tendus autour et que c'était. J'espère qu'il fait ça au moins avec un peu de pudeur pour la jeune fille. Ce qui est intéressant, c'est la courte durée finalement comment dire, des exploits de Jeanne d'Arc, en tout cas de la vie de Jeanne d'Arc. C'est un météore, c'est clair. Qu'est-ce qui a fait qu'à aujourd'hui encore, cette femme, parce que, 19 ans à cette époque, c'était une femme, c'est-à-dire que c'était plus une gosse quand même. Qu'est-ce qui fait aussi, 19 ans, c'est quelque chose qui reste à voir. D'accord, on va essayer d'en parler. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, cette jeune femme a autant marqué? C'est une question, je dirais, de disposition d'esprit dans l'époque. Les gens en avaient marre c'est une guerre qui a duré quand même 100 ans. On est en plein dedans. Ils en avaient un petit peu marre et ils attendaient vraiment quelqu'un qui les sauve comme le Messie. Et je n'emploie pas ce terme-là par hasard. D'accord. Alors, Jeanne, ça commence quand, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous, dans votre enquête, parce que vous avez essayé d'en savoir plus, qu'est-ce qui se passe ces voix qu'elle entend donner le destin de la France à une jeune fille? Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il y a quoi? Il y a autre chose derrière ce qu'on oublie? Il y a énormément de choses derrière et on oublie évidemment de nous en parler. La chronologie, en fait, ça se passe comment? Il faudrait... Enfin, moi, je fais remonter les événements à des années avant la date. Vous savez que en 2012, l'année dernière, on a fêté le 600e anniversaire de sa soi-disant naissance à Don Rémy. Or, il se trouve que très vraisemblablement, elle n'est ni née à Don Rémy et ni à cette date-là. On n'a aucun document officiel qui démontre qu'elle soit née. Il n'y a pas d'acte de baptême ni rien du tout. Qui démontre qu'il soit né en 1412. C'est incroyable parce qu'à l'époque il y avait déjà des écrits, des écrits administratifs, non, les écrits administratifs, l'obligation de tenir un registre de baptême, par exemple,
C'est bien plus tard, parce que c'est à partir du décret de Villers-Cotterêts par François Ier, c'est-à-dire, un siècle et demi plus tard. D'accord, je pensais que c'était déjà officialisé. Non, il n'y avait pas de... Donc on n'est que sur des suppositions, quoi, en fait. On est purement dans la légende. D'accord. Et donc, il se pourrait fort bien, et enfin c'est mon avis, qu'en fait, elle ne soit pas née à Don Rémy, et qu'elle ne soit pas née non plus en 1412. D'accord. Mais, très vraisemblablement, au moins 5 ans plus tôt. Et c'est pas non plus un hasard si on l'appelait déjà la Bucelle d'Orléans avant même qu'elle ne délivre la ville. C'est tout simplement parce qu'elle était la fille adultérine de Louis d'Orléans, le frère du roi, et de sa belle-sœur, la reine Isabeau. D'accord. Bon, je suis pas le premier à dire ça. Même des historiens. Il y a deux camps chez les historiens. Il y a ce qu'on appelle les bâtardisants et les survivalistes ou les survivistes. Je sais plus comment on dit. Les bâtardisants prétendent que effectivement c'est pas une bergère, que c'était une princesse et que c'est ce que je viens de vous dire, c'est la fille du Louis d'Orléans et de sa belle-sœur, la reine, épouse du roi. Donc on en a Charles le Fol. Déjà depuis quelques années, Charles VI était un peu frappadingue. Et la reine Isabeau faisait déjà domicile à part. Et donc elle avait des amours le soir adultérins. Oui, voilà. Oui. Et en fait, on sait que Louis d'Orléans, lui, en avait plusieurs. Bon, peut-être que la reine se consolait dans ses bras. Et en tout cas... Il semble que Jeanne d'Arc était l'enfant de cette union. C'est pas seulement, à mon avis, c'est pas seulement Jeanne d'Arc, mais c'est bien plutôt même le dauphin Charles, comme la reine elle-même le dira dans le traité de Troyes en 1420, en disant que ce dauphin est un bâtard. Voilà. Bon, ceci dit, les bâtards à l'époque, on les reconnaissait. Il y a le bâtard d'Orléans qui s'appelle Jean de Main, qui est lui aussi le fils du duc d'Orléans. Il a été élevé comme un prince et il est devenu maréchal de France. Bon, c'est pas du tout une tare. La réalité, à propos de Jeanne, c'est pas seulement le fait qu'elle soit une fille adultérine, c'est surtout le fait qu'à sa naissance, on savait pas trop ce que c'était. Ah bon? Et oui, c'est ce qu'on appelle... L'hermaphrodite? Oui, enfin on peut l'appeler ça comme ça si vous voulez. Ça porte un nom, c'est, je crois, l'intersexualité. D'accord. Et en fait, on ne savait pas trop ce que le bébé allait devenir. D'accord. Bon, et donc mi-homme, mi-femme, quoi, en fait. Voilà, mi-homme, mi-femme. En fait, en général, c'est beaucoup plus courant qu'on ne croit. Oui, bien sûr. Oui. Et en général, ça s'arrange vers la puberté. On choisit le sexe, donc voilà. Ou on peut le choisir, ou ça peut s'arranger tout seul. Je veux dire, et ce qui explique que on ait été obligé de vérifier qu'elle était bien une femme quelques années plus tard. Voyez. Mais à sa naissance, du fait que c'était un enfant adultérin, le fait de cette intersexualité pouvait poser problème. Il y avait tellement de libelles qui couraient déjà dans Paris, on aurait pu dire c'est la punition c'est diabolique, etc. Voilà. Ils ont fauté, ils sont punis, quoi. C'est ça. Voilà. Et là, ça explique que cet enfant, on l'ait caché. D'accord. Vous comprenez? On en avait honte presque. Mais absolument, oui. Et puis, quelques années plus tard, comme ça a évolué et qu'elle est devenue une jeune fille, là, on a pu la mettre un petit peu en avant. Et donc on l'a montré, voilà. On la montrait, non. On la montrait pas tant que ça. Ah, quand même. Mais, je veux dire, on pouvait l'avouer, quoi. D'accord. Or, le duc d'Orléans, qui a été assassiné quelques jours après la naissance de Jeanne en 1407, se trouvait être un responsable important au niveau du conseil du roi, et également un rival du duc de Bourgogne. Or, nous allons trouver avec les Anglais les Bourguignons. Et en face, avec le dauphin Charles, on va dire, on nous a toujours appris qu'il était soutenu par les Armagnacs. D'accord ? Or, c'est complètement décousu ce que je dis, parce que je vais dans le désordre, mais... mais il faut y aller, parce que voilà. Et en fait, les Armagnacs, il faut traduire par Templiers. Pourquoi Templiers, vous allez me dire? Parce que les Templiers étaient normalement abolis depuis un siècle, à l'époque de Jeanne d'Arc. Eh ben non. En vérité, ils étaient abolis
officiellement en France, mais occultés, comme par exemple les francs-maçons se sont occultés après la guerre. Et en dehors de France, ils étaient toujours tout à fait reconnus. Soit ils étaient en tant que templiers, encore en Écosse ou dans les pays nordiques, soit ils étaient en Espagne, entrés dans d'autres ordres, mais qui pratiquaient toujours, qui avaient toujours les mêmes insignes, qui avaient toujours les mêmes symboles. Donc on voit que Jeanne on avoue son existence. Oui. Elle est jeune fille, donc tout au niveau de la sexualité semble se définir. On la définit plus comme une femme que comme un garçon. Mais à un moment donné, il va se passer quelque chose dans sa vie, parce que entre la jeune femme, qu'on a cachée à un moment donné, et la jeune femme qui prend les armes et qui va délivrer Orléans dans un premier temps. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe une chose, c'est qu'effectivement, si on tient compte qu'elle est née, non pas en 1412, mais en 1407, à Paris. Ça lui fait 50 plus, en fait, elle n'a pas 17 ans quand elle arrive à délivrer d'Orléans, elle en a donc 22, oui. Et en 1420, on signe le fameux traité de Troyes, par lequel la reine Isabeau reconnaît le côté bâtard du dauphin Charles et accorde en fait la couronne de France au roi d'Angleterre. À partir de là, tout se déclenche. Pourquoi? Je viens de parler des Templiers. Un siècle avant, les Templiers, souvenez-vous de Philippe le Bel, de ça, machin. Voilà. Philippe le Bel. La fameuse malédiction de Jacques de Molay, soyez maudits jusqu'à la 13e génération, etc. Les rois maudits, donc, voilà. Oui, tout à fait, on est en plein dedans. Et il était inconcevable pour le Temple et disons, l'ensemble de chevalerie, de politique, de la chevalerie de l'époque. Il était impossible pour eux d'admettre que les descendants de Philippe le Bel, même par les femmes, qui était le cas pour le roi d'Angleterre, puissent régner à nouveau sur la France. Et donc, on assiste à partir de 1420 à une réaction qui est organisée et dont peu de gens s'aperçoivent, et même jusqu'à nos jours. Or, moi, j'ai fait le relevé d'un certain nombre de points qui sont quand même plus que troublants. Vous avez, en 1420, René d'Anjou, qui est le beau-frère du dauphin. En 1420, tout est perdu. On appelle le petit roi de Bourges le dauphin. Il n'a rien. Toutes les principales villes de France sont sous la coupe anglo-bourguignonne. Et la couronne est perdue. Et puis, on a un gars qui s'appelle René d'Anjou, qui a quoi? En 1420, il a 12 ans. C'est déjà presque un adulte à cette époque-là. Il y a surtout Yolande d'Aragon qui est sa mère. À partir de là, 1420, il échange son comté de un riche comté qu'il a, dont le nom m'échappe là aujourd'hui, mais contre celui de Bar, qui est le Barrois, où se trouve Don Rémy. D'accord. À Don Rémy, on a déjà, si Jeanne est née en 1407, on a déjà une gamine qui a 13 ans, en 1420. Or, elle dira plus tard à son procès qu'elle a commencé à entendre ses voix à 13 ans. Bon, c'est une parenthèse. À partir de 1420, le fameux papa, entre guillemets, je dirais adoptif, de Jeanne, Jacques d'Arc, obtient un bail. On le présentait comme laboureur, mais il obtient à partir de 1420 un bail pour louer la forteresse de Lille. D'accord. C'est-à-dire qu'à partir de 1420 jusqu'à 1429, Jeanne va grandir à l'abri des hauts murs d'une forteresse. D'accord. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, on la reconnaît à partir du moment où les jeunes filles, oui, on la reconnaît, mais on la met pas trop en avant quand même, parce qu'en fait, on la cache. Donc on la plante derrière des murs, quoi, en fait, c'est ça. On la cache et on l'entraîne. Et on en fait un soldat, en fait. On en fait un soldat. Oui, tout à fait. Et donc, il y a l'entraînement matériel, militaire, physique, mais il y a certainement aussi un autre aspect qui est ce que je dirais l'aspect initiatique. Pourquoi est-ce que je dis ça? On va pas partir dans des idées ésotériques, complotistes et tout ce qu'on veut, mais il est un fait que
à Orléans, et c'est ça, en fait, qui est ma découverte principale. Le cœur de vos recherches. Et qu'aucun autre auteur avant moi n'a mis en avant. C'est qu'à Orléans existait, depuis 3 siècles, un autre ordre. Pas seulement celui des Templiers, un autre ordre qui s'appelait l'ordre de Notre-Dame du Mont-Sion, autrement appelé également l'ordre de Sion. Or, cet ordre de Sion a fait énormément parler de lui. En tout cas, non, c'est pas lui qui en a fait parler, mais on a parlé énormément de lui à propos d'une autre affaire qui est dans le sud de la France, dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Rennes-le-Château. Bien sûr, on en a beaucoup parlé ici. Voilà. Avec la Bessonnière. Voilà. Il se trouve que j'ai visité Rennes-le-Château il y a quelques années. Et je suis retourné là cet été. Et j'avais trouvé quelque chose d'un peu étonnant qui fait que quand on visite dans la propriété de Saunière, il y a la statue de la Vierge de Lourdes, bon, d'accord, logique. Et puis la statue de Jeanne d'Arc. On se dit, bah tiens, comment ça se fait? Parce que Jeanne n'a jamais mis les pieds à Rennes-le-Château. Et en fait, elle n'a été sanctifiée par l'Église qu'en 1420. Or, Saunière, lui, vivait en 1890 jusqu'à 1915, par là. C'était pas logique qu'il ait une statue de Sainte Jeanne d'Arc. Elle n'était pas encore sainte. Alors, j'ai commencé à me gratter la tête à ce moment-là, et puis je me suis dit, mais et si ça se trouve, il est là le secret de Saunière. La clé du mystère. La clé du mystère. Et je ne sais pas si j'ai mis la main sur la clé de ce mystère en totalité, mais en tout cas, je pense avoir soulevé un sacré coin du voile. Pourquoi? Parce que, dis-moi, à propos de Rennes-le-Château, on a beaucoup parlé de l'ordre de Sion, sans trop savoir ce que c'était, de quoi il s'agissait, etc. Or, moi, j'ai découvert que cet ordre de Sion avait été ramené de Terre Sainte 3 siècles avant Jeanne d'Arc, en 1154, par le roi Louis VII, qui a installé cet ordre de Sion à Orléans. D'accord. En l'église Saint-Samson, qui a malheureusement disparu. Et avec l'ordre de Sion, il a ramené également 2 autres ordres, donc les Templiers et l'ordre de Saint-Lazare, qui lui existe toujours. D'accord. Et donc, 3 siècles plus tard, lorsque la ville sera assiégée, c'est peut-être pas les Orléanais que Jeanne d'Arc est venue sauver, mais les archives de l'ordre de Sion. D'accord. Pourquoi? Parce que cet ordre de Sion, il faut expliquer ce que c'est. Il a été fondé, je parle de l'authentique, pas celui du prieuré de Sion de Rennes-le-Château, on est d'accord, hein? Cet ordre de Sion, enfin plus exactement de Notre-Dame du Mont-Sion, a été fondé en 1099 par Godefroy de Bouillon à Jérusalem. D'accord. Et c'est un ordre frère, je dirais l'ordre jumeau de l'ordre du Temple, puisqu'ils ont partagé ensemble les 10 premiers grands maîtres. D'accord. C'est un petit peu comme si on parle... Il y avait un chef commun sur les deux, quoi, en fait. C'est un petit peu comme si on parle aujourd'hui... bon, la comparaison est peut-être pas appropriée, mais par exemple l'IRA... Non, mais quels que soient les groupuscules, il y a un même chef, quoi. Il y a toujours une part politique, une part militaire. Vous voyez? Eh ben, l'ordre de Sion était le jumeau de l'ordre du Temple. D'accord. L'ordre du Temple étant le bras armé. D'accord. Voilà. Donc ils avaient créé déjà une holding, quoi. Oui, on pourrait dire ça, mais oui. En fait, c'était surtout des gens qui avaient découvert à Jérusalem des documents, des éléments, on ne sait pas trop. Il y a des tas de légendes qui circulent là-dessus. Il paraît que les Templiers avaient ramené l'Arche de l'Alliance. J'en suis pas certain. En tout cas, c'est sûr qu'ils avaient trouvé des éléments, des infos très importantes. Un peu comme les rouleaux de Qumran ou des choses comme ça. Et donc, ça les a fait réfléchir. Et il se trouve que effectivement, l'ordre de Sion est avant tout, ce n'est pas lui un ordre militaire, c'est avant tout un ordre de scientifiques, de réflexion. Ce sont des gens qui sont astronomes, mathématiciens, physiciens, astrologues, tout ça c'est la même chose. Médecins, tout ça c'est les savants de l'époque. Ils ne faisaient pas trop la distinction entre les différents secteurs. Et effectivement, c'est disons un ordre d'intellectuels. Et au service de cet ordre d'intellectuels, qui
qui évidemment fait une concurrence terrible à l'Église, puisque bien sûr. ce sont des scientifiques qui réfléchissent et pas des dogmatiques qui imposent. Évidemment, ça fait quelques étincelles. Ça dérange. Et ça dérange. Et par ailleurs, je soulignerai à l'appui de cette hypothèse que les Templiers, donc leur ordre frère et bras armé, était le seul ordre à l'époque qui avait ce qu'on appelait la prélature par personnel. C'est-à-dire qu'ils pouvaient nommer ordonner leur chapelain sans le concours d'un évêque régulier. D'accord. Ils avaient une autorité directe. Ils avaient un pouvoir direct. Voilà, direct délégué par le pape. Or, c'est une chose que seuls auront quelques siècles plus tard les jésuites et depuis seulement quelques années l'Opus Dei. D'accord. Pourquoi est-ce que ces gens-là, je parle des Templiers et du même coup de l'ordre de Sion, pourquoi est-ce que ces gens-là auraient eu ce privilège tellement particulier d'ordonner leur propre prêtre? Est-ce qu'ils ne suivaient pas la même religion? Vous voyez, il y a un mystère autour de tout cela. Voilà. Il y a une zone d'ombre, ça c'est sûr. C'est clair. Et donc vous imaginez que Jeanne, finalement, quand elle est allée à Orléans, c'était donc plus pour sauver les archives de l'ordre de Sion, plus que de... Oui, parce que justement, ces archives devaient donner, ou en tout cas détenir des secrets d'État, des secrets religieux. Qui pouvaient tout remettre en question. Voire des secrets stratégiques. Quand on est avec elle et qu'elle est derrière ces grands murs, donc voilà, dans sa forteresse, vous dites qu'elle est initiée. Donc elle est initiée à quoi? Par qui, à quoi? Par qui? Par qui et à quoi? C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'on lui a simplement révélé, si elle ne la connaissait pas avant déjà, le secret de sa naissance. Parce que si elle est née, comme je le suppose, et comme d'autres, même des historiens officiels, si ça existe, le terme officiel, les historiens patentés, je dirais, l'admettent que effectivement, elle peut très bien être la fille d'Isabeau et de Louis d'Orléans. Et dans ce cas-là, si on prend la généalogie de l'un comme de l'autre, elle remonte par les deux branches à Clovis et Clotilde. D'accord. Or, Clovis et Clotilde, on tombe dans un autre mythe. C'est celui de la descendance de Jésus. Et si la chose est vraie, Jeanne d'Arc devient un personnage extrêmement encombrant pour l'Église. Parce qu'elle serait une descendance directe de Jésus. Comprenez que dans ces conditions, qu'on attende 5 siècles quand même avant d'en faire une sainte. Mais sur le moment, valait mieux la faire disparaître. D'accord. C'était vraiment encombrant. C'est très encombrant et en même temps, c'est ce qui nous emmène à réfléchir sur cette Jeanne d'Arcadie qui va aussi faire du bruit avec, parce que ça c'est un point clé de la réflexion qu'on peut avoir sur Jeanne d'Arc, c'est les voix. Elle dit, lors de son procès, avoir entendu des voix. Alors là, on est en plein dans l'initiation, dans l'ésotérisme, dans le paranormal, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Elle les entend à 13 ans, ces voix. Et qu'est-ce qu'elle entend, en fait? Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'elle entend? Mais est-ce que c'est pas là qu'on lui révèle, en fait, finalement, tout simplement, d'où elle vient et qui elle est? Est-ce que c'est pas ça, ses voix, finalement? Non, je pense pas que ce soit ça, ses voix. Mais il est certain qu'on a dû lui révéler un tas de choses à partir de 13 ans jusqu'à 19-20, dont son identité réelle est une partie, un élément, mais certainement on a dû aussi l'éduquer, l'entraîner à d'autres disciplines, notamment monter à cheval, tirer à l'arc, lancer, etc. Guerrier, quoi. Oui, mais pas seulement. Je pense qu'on a pu l'entraîner à une discipline mentale. À la philosophie, peut-être, à avoir un autre regard philosophique. Oui, évidemment, mais c'est une femme très cultivée. C'est pas du tout la bergère qu'on nous a vendu depuis toujours. Mais par contre, ça va plus loin que ça, je pense, parce que si réellement, comme je suppose, évidemment, c'est très difficile de prouver ces choses-là, parce que tout ce qui concerne directement Jeanne d'Arc a été raturé, interpellé, quand c'est pas carrément kidnappé et enfermé dans les caves du Vatican. On en reparlera tout à l'heure des caves du Vatican. Mais il se trouve que si effectivement
comme je le suppose, l'ordre de Sion était détenteur d'un tas de secrets, à la fois sur la filiation de la descendance de Jésus, sur la manière de se repérer géographiquement, l'astronomie. L'astronomie, oui, la géodésie aussi. Voilà, c'est ça. Parce que n'oubliez pas qu'à l'époque, on savait mesurer les étoiles et calculer la latitude, mais jamais on savait faire la longitude. Or, il existe, en parlant de Rennes-le-Château, une ligne qui passe également par Paris et par la fameuse ligne. Et par le carrousel du Louvre, par la pyramide de Mitterrand. Cette ligne qui s'appelle le méridien de Paris, à l'époque on appelait la Roseline. Et donc c'est le point zéro à partir duquel on pouvait mesurer la longitude. D'accord. De la même manière que dans le calendrier, il y a un point zéro qui nous permet de mesurer les années. C'est la naissance du Christ, d'accord ? La Roseline, c'est également... Alors là, on entre dans les fantasmes les plus affolants que l'on trouve justement dans l'histoire de Rennes-le-Château. Le corps du Christ aurait été ramené et son tombeau serait là sous le Bugarak ou je ne sais plus quel autre. En tout cas, peu importe la légende. Ce qui compte, c'est qu'effectivement passe par cet endroit réellement. Si vous allez à Limoux, vous allez voir sur les murs de la basilique de Marseille, à Limoux, pas à Marseille. Une ligne qui est tracée, qui est la Roseline. Et si vous allez ici à l'église Saint-Sulpice à Paris, vous avez la même chose. Et voilà. Donc c'est pas de l'invention, c'est pas du mythe, c'est pas pas du fantasme. Ça existe. C'est pas du fantasme, ça existe. Et il y a bien quelqu'un qui les a tracés. Voilà. Donc ces gens qui traçaient des méridiens, en tout cas celui-là, ils étaient forcément des initiés à la géodésie, au calcul astronomique. Donc, on lui apprend tout ça, elle entend ces fameuses voix, elles lui disent quoi, ces voix ? Elles lui disent, la charge d'une mission précise, et notamment d'aller faire lever le siège d'Orléans. Or, il faut savoir que le siège d'Orléans n'a été mis que 8 mois avant son arrivée. Et ces voix, elle les entend à 13 ans. Des années avant. C'est ça. Alors, en même temps, elle aurait pu entendre des voix du futur en disant il va se passer ça dans ta vie, etc. Donc on peut imaginer ça. Bon, je veux bien, mais on peut aussi penser que il y a une manipulation extraordinaire, mais de fond en comble, pas seulement du point de vue français, mais également une manipulation des Anglais. Enfin, je veux dire, les Anglais ont été manipulés eux aussi. Et d'ailleurs, je crois que c'est le duc de Bedford qui dira qu'il ne savait pas de qui ou de quoi était venu l'ordre de mettre le siège à Orléans. Alors qu'en réalité, le quasi-propriétaire, entre guillemets, du duché d'Orléans, l'héritier du duc Louis, qui était donc Charles d'Orléans, était prisonnier depuis Azincourt, quelque chose comme une quinzaine d'années à ce moment-là, et il était prisonnier, attention, VIP à Londres, et on lui avait promis de ne pas prendre sa ville, de ne pas... Il était assigné à résidence. Voilà, il était assigné à résidence à Londres, quand même. Oui, c'est le poète Charles d'Orléans, en fait. Et donc, le siège qui est mis en 1428, même les Anglais ne savent pas qui a donné l'ordre de le mettre. D'accord. Pour autant, il y a bien des gens qui le savaient, puisqu'on a préparé Jeanne des années avant à venir en faire la délivrance. Quoi. Son cheval de bataille. Donc, c'est quand même... Enfin, il y a des tas de choses qui sont hallucinantes Enfin, c'est étonnant, quoi. C'est plein de mystères. Donc, elle décide qui l'arme, d'ailleurs ? Qui va l'armer, Jeanne ? Parce que bon, même si on la prépare, etc., on va pas aller aider les Orléanais à se libérer des Anglais sans rien. Il faut bien à un moment donné qu'on lui confie une armée, Jeanne. Oui. Et pourquoi ? C'est le dauphin Charles qui lui confie l'armée. On confie dans une époque
machiste, masculine, où la femme n'a pas vraiment moins qu'on ne le croit. Non, mais si, il faut rectifier là-dessus. Il y a eu d'ailleurs militairement parlant, il n'y avait pas beaucoup de femmes quand même. Donc non, mais il y avait quand même ce qu'on pourrait comparer à des chevaliers. Il y avait aussi des chevalières. D'accord. Qui avait un rôle un petit peu différent, mais oui. Donc on lui confie une armée et elle part à Orléans. Donc on lui confie combien d'hommes, combien de femmes c'est une grosse armée. J'ai pas le chiffre, mais c'est plusieurs milliers, oui. Et tout d'un coup, ces exploits, parce qu'elle arrive donc à botter le cul des Anglais, ces exploits, parce que c'est court tout ça, c'est très très court. Hop, ça part comme une traînée de poudre. On parle que d'elle, quoi. Absolument. Voilà. Mais avant même que de parler d'elle, il faut parler du contexte, je pense, parce que le dauphin Charles était fauché. Non, mais la France est dans la merde à l'époque. On est vraiment dans une situation catastrophique. Oui. Et donc, sa femme était obligée, paraît-il, de vendre certains bijoux pour payer des notes de des notes de frais. Et puis d'un seul coup, paf. Il a de quoi monter une armée, faire la guerre. Équiper une armée, ça coûte cher, approvisionner des chariots et nourrir les hommes, les chevaux, etc. Oui, non. Alors, il est clair que c'est pas sur le trésor royal qu'il a pu faire ça. Il était fauché. Donc c'est quelqu'un d'autre. Et qui est-ce que ça peut être en dehors de Yolande d'Aragon ou son fils René d'Anjou? Parce que eux étaient, je dirais, des souverains extérieur. C'était pas la France. Et donc on peut se demander d'où ils sortent ces... Et vous avez une réponse? J'en ai une, bien sûr. D'où venait l'argent? Qui finançait cette guerre? L'ordre de Sion et le Temple. D'accord. Ok. Pourquoi? Parce que quelques centaines d'années plus tard, sous Napoléon, il va y avoir un gars qui s'appelle Fabré Palapra qui va révéler ce qu'on a appelé la charte de l'Arminius. La charte de l'Arminius, c'est ni plus ni moins que la liste de tous les grands maîtres du Temple qui se sont succédés depuis la mort sur le bûcher de Jacques de Molay. D'accord. Alors qu'à la fin des Templiers, on a encore noté la liste. Alors, c'est ça. Voilà. Il n'y en avait plus en France. Et pourtant, il y a toujours une liste. Mais il y a toujours une liste. D'accord. Voilà. Et dans cette liste, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 50 ans avant Jeanne d'Arc, on trouve Bertrand du Guesclin, qui est pas n'importe qui non plus. Non. Et qu'on a appris à l'école, rappelle-toi du Guesclin. Absolument. et à l'époque de Jeanne d'Arc, on trouve 3 comtes d'Armagnac. Et comme par hasard, on dit c'est les Armagnac qui étaient avec le dauphin. Oui. Évidemment, c'est les comtes d'Armagnac. Mais c'est surtout parce qu'ils étaient tous les 3 grands maîtres du Temple à ce moment-là. D'accord. Enfin, ils se sont succédés tous les 3 comme grands maîtres du Temple. Donc finalement, société secrète, parce qu'on peut dire que ce sont des sociétés secrètes qui ont financé la délivrance d'Orléans et qui ont financé l'armée de Jeanne d'Arc. C'est exactement ça. C'est hallucinant, quoi. C'est stupéfiant. Moi-même, je suis encore étonné d'avoir... Sous couvert quand même de la royauté, parce que le roi accepte finalement l'argent qui vient de ces sociétés secrètes. Attendez. Il y a une façon d'accepter. En fait, il était réduit à quasiment à la mendicité. Et quand Jeanne arrive, après qu'on l'ait préparée quand même pendant 9 ans, elle n'arrive pas n'importe quand, et elle arrive... d'un seul coup, elle explose les compteurs en disant c'est la star, c'est moi, c'est moi, j'arrive, poussez-vous, messieurs les Anglais. Non, vous voulez pas partir, attendez, je vais vous botter le train. C'est quand même très très surprenant. Bref, elle délivre Orléans, elle remporte la victoire de Patay, elle délivre 2-3 autres petites villes comme Jargeau, Beaugency, etc. Donc tout va bien. Tout va bien. Et à ce moment-là, Charles d'Orléans dit chouette, on va pouvoir faire une petite pause là. Et il va se poser chez un de ses capitaines, qui est à ce moment-là propriétaire du château de Sully. D'accord. Et donc pendant le mois de juin, c'est-à-dire à peu près quelques semaines après la bataille d'Orléans, Patay et compagnie,
Il se trouve en l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Et là, Jeanne rappelle au dauphin qu'elle lui avait demandé de lui faire une promesse. Sur l'instant, il avait peut-être pas fait tellement attention à ce qu'il avait promis. Et elle lui avait dit, oui, pas de problème. Il savait qu'il lui devait, de toute façon, il lui devait son royaume, il avait plus rien. Elle lui avait rendu. Et donc, elle lui rappelle qu'il lui avait fait une promesse. Et il dit, bon, bah, ok, qu'est-ce que tu veux? Et elle lui demande son royaume. D'accord. L'autre, il tombe des nues. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mon royaume, bon, bah, ce qui est promis est promis. Mon royaume est à toi. Et à ce moment-là, Jeanne recueille le don qu'on vient de lui faire. Elle se trouve reine de France. D'accord. Elle est notée par les notaires du roi. Notez bien que... Elle a été reine de France. Oui. Pendant quelques instants. Parce que elle a aussitôt offert ce royaume qui venait de lui être donné à son roi du ciel, entre guillemets. D'accord. Sans que jamais on nomme. C'est son roi du ciel. C'est pas... il n'est pas désigné comme Jésus, comme Dieu, etc. C'est roi du ciel, voilà. Et dans les minutes qui suivent, comme elle est seule à entendre une voix qui lui ordonne de le confier à nouveau au dauphin, mais de le lui confier, pas de lui donner. D'accord. De lui confier en tant que lieutenant sur terre du roi du ciel. Et gestionnaire du royaume, quoi, en fait. Et ça change complètement tout, parce que c'est exactement la façon de procéder qui existait au temps de Clovis. D'accord. Et plus du tout à partir de Charlemagne. Où après, les charges étaient devenues héréditaires et on était... Voilà. Mais au temps de Clovis, on pouvait vous confier une charge de marquis, de duc, etc. Et si vous la remplissiez pas, paf, on vous la reprenait. Vous aviez une mission, quoi. Voilà. C'était un titre, quoi. Voilà. On pouvait retirer le titre, quoi. D'ailleurs, Clovis était un roi élu. Ça pourrait aujourd'hui... Donc là, on voit bien que bon, elle a elle devient reine de France. Elle confie le royaume de France. Voilà, elle confie son royaume, la gestion de son royaume au dauphin. Et puis, à un moment donné, j'accélère parce qu'il nous reste un quart d'heure. Ça va basculer, c'est-à-dire que parce que ça dure pas longtemps tout cela. De personnages idolâtrés, elle va se retrouver sur le bûcher. Dit-on. Donc, entre-temps, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'on parlait tout à l'heure des caves du Vatican. Est-ce que... Bon, alors, l'Église, il faut dresser le panorama. L'Église, en fait, elle trouve dans une situation un peu compliquée, parce que c'est ce qu'on appelle le grand schisme. Il y a, à l'époque, 3 papes, d'accord, qui se disputent le trône. Il y en a un en France, à Avignon. Il y en a un à Rome, et puis il y en a un autre qui a été élu par... et en tout cas... Quel regard elle a, l'Église, sur cette gêne-là? Le regard de l'Église, on le sait pas, parce qu'elle a tout maquillé depuis. Bon, par contre, ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi le comte d'Armagnac, un des grands maîtres templiers, justement, va écrire à Jeanne pour lui demander à quel pape il doit obéissance. C'est ça. C'est quand même très curieux. On ne demande pas ça à une bergère. Il faut quand même que ce soit quelqu'un d'important qui ait une capacité de dire oui. Et Jeanne ne répond pas tout de suite. Elle répond, attendez, que j'arrive à Paris, on verra après. En même temps, elle est plus la bergère qu'elle était. C'est-à-dire qu'elle est déjà sauvé Orléans, elle est devenue reine de France un court instant. Ça a été stipulé. Donc, elle est devenue un personnage important quand même. Donc, on peut imaginer qu'on lui demande à quel saint se vouer, finalement. C'est ce qu'on lui demande. Oui, mais c'est quand même pas très... c'est pas commun. C'est pas commun. C'est sûr. Donc, c'est quoi? C'est le fait qu'elle choisisse pas le bon pape qui va l'amener sur la pente un peu glissante? Oh, de toute façon, quel que soit celui... D'ailleurs, elle n'a pas répondu. Elle n'a pas choisi de pape. Elle a dit, je vous répondrai quand je serai à Paris. Mais c'était habile et tactique, politiquement. Mais quel que soit le pape qu'elle aurait choisi, de toute façon, il y aurait eu les 2 autres contre elle. Bien sûr. Il y avait surtout à Paris la Sorbonne qui voulait sa tête. Et d'un autre côté, il y avait les Anglais. Donc à quel moment ça va basculer? L'évêque Cochon qui va s'occuper de son procès était par ailleurs les gars du pape d'Avignon. D'accord. Donc c'était tout ça très compliqué. Et je pense que le Cochon était un homme assez habile pour organiser la disparition du personnage sans toucher un cheveu de l'acteur. Vous voyez? Ce qui était gênant, c'était le personnage de Jeanne.
En fait, il va détricoter Jeanne. Exact. C'est ça. Pas le détricoter. Moi, je l'ai détricoté, je crois. Ouais. Mais en fait, lui va faire disparaître le personnage d'une pièce en faisant sortir l'acteur par la petite porte. D'accord. Voilà. Mais là, l'acteur en question va reparaître 4 ans plus tard sous le nom de Claude ou Jeanne des Armoises. D'accord. Et elle va vivre jusqu'à 40 quelques années. Attendez, parce que là on peut pas passer de comme ça. Mais si, parce que pour l'histoire officielle, Jeanne d'Arc, elle est sur le bûcher, elle est brûlée. Non, c'est pas elle. Alors dites-moi, c'est là, on peut pas passer comme ça, on va pas passer de 19 à 40 ans, etc. Donc on garde la pièce, on vire l'acteur, donc qui a été brûlé, on a pris n'importe quelle nana ou mec, on l'a mis sur le bûcher, donc parce qu'il y a quand même des témoins, j'imagine. Ah oui, il y en avait des témoins. Il y avait 800 soldats autour de la place. Voilà. Donc peut-être eux aussi étaient peut-être dans la confidence et on a fait brûler quelqu'un de toute façon qui n'était pas Jeanne, mais il fallait pour l'opinion publique peut-être la brûler. Oui, il fallait faire disparaître le personnage. Voilà. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'on lui a reproché? Parce que c'est entre le moment où elle est l'élu, entre guillemets, et puis le moment où on veut la brûler, qu'est-ce qu'on lui reproche? De prendre toute la place. D'accord. Donc rien que pour ça. C'est énorme par rapport au pouvoir de l'Église à l'époque. Si Jeanne avait pu révéler en fait de qui était l'émanation de l'ordre de Sion et de sa descendance. Donc en fait, elle sait trop de choses. Ça gênait, mais bien sûr. Voilà. Donc on décide finalement de brûler quelqu'un, d'après vos recherches, qui fait office de Jeanne d'Arc pour le grand public. Et elle fait quoi à ce moment-là? Elle est exilée, elle va où? Alors elle va à la sortie de sa prison de Rouen. Elle est emmenée dans une propriété du duc Amédée VIII de Savoie. D'accord. Au château de Montretier, à côté d'Annecy. D'accord, ils les mettent à la montagne, voilà. C'est loin de Paris. C'est ça. Et surtout dans un pays qui était un pays étranger à l'époque. Bien sûr, c'est l'Italie à l'époque. Ouais. Enfin, c'est la Savoie, oui. Oui, la Savoie qui voilà. Et elle restera 4 ans jusqu'à ce qu'une équipe pour moi, des Templiers, viennent la rechercher et la conduisent au Luxembourg. D'accord. Là, elle s'était fait un petit peu oublier pendant 4 ans. On pouvait espérer qu'on n'en reparle plus. Elle ne revienne pas. Mais elle ne voit pas du tout les choses comme ça. Et en fait, elle se fait reconnaître à Metz par ses frères, ensuite par le roi. Donc tout le monde la reconnaît. Voilà. Elle vient à Orléans 2-3 ans plus tard, la municipalité la reconnaît, lui fait la fête, on lui fait des... Oui, absolument. Vous êtes en train de me dire que officiellement tout le monde s'accorde à dire que finalement Jeanne d'Arc n'a pas été brûlée et qu'elle est bien vivante. Voilà, on croit qu'elle est ressuscitée, quoi. Oui, et aujourd'hui encore, l'histoire nous dit qu'elle a été brûlée à 19 ans. Oui, absolument. D'accord, magnifique. Oui, mais alors que c'est dans les... mais c'est dans les archives comptables de la ville... Donc Jeanne d'Arc revient. Donc voilà. Donc elle est là, à nouveau, tout le monde la reconnaît. Qu'est-ce qui se passe? On la laisse vivre tranquillement. On la laisse vivre tranquillement à condition qu'elle s'efface, qu'elle ne fasse pas de vagues. Qu'elle fasse pas de vagues. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, elle est mariée avec Robert des Armoises et elle va avoir 2 enfants. Je sais pas si c'était les siens à lui avant ou si c'est elle qui va les lui faire. Si c'est elle qui a fait les enfants, on peut imaginer qu'il y a une descendance aujourd'hui de Jeanne d'Arc. Et tout à fait. D'ailleurs, c'est l'hypothèse que je prends dans mon roman, mais ça, c'est l'aspect romanesque. Ouais, mais ça s'est dit, oui, c'est tout à fait possible. Donc, elle se marie, elle fait des gosses, ou en tout cas, elle adopte ceux de son mari. Et donc, elle fait rien, parce que l'ordre de Sion, les Templiers, plus de rapport. Elle est quoi? Elle est suffisamment... Elle est mère de famille. Elle est sage ou c'est une couverture? Ou est-ce qu'elle agit Je pense qu'elle va encore agir, notamment en Vendée, en faisant appel au roi d'Espagne pour délivrer La Rochelle, qui est un petit peu en position difficile. Mais en fait, non. Elle aura peut-être 2-3... Elle devient tranquille, quoi. Elle reste tranquille. Elle va avoir 2-3 années où elle reprendra un petit peu d'activité militaire avec son grand ami Gilles de Rais.
Mais ce sera plus ce sera plus c'est la plus guerrière que ça a été. Voilà, quoi, c'est plus l'époque. Son truc est passé. Elle a joué sa scène, elle est sortie de scène. Et... Alors, vous parliez tout à l'heure des caves du Vatican, parce que c'est très important, parce que j'imagine que toutes ces choses-là finissent toujours quelque part dans les caves du Vatican. Absolument, absolument. Et ce qui est très étonnant, c'est que on a la possibilité de vérifier cette hypothèse par la généalogie de Napoléon. Je suis remonté à l'époque du Moyen-Âge, 1200 et quelque chose, sur les ancêtres de Napoléon, et on tombe au moment, dans 1400, j'ai plus la date en tête, sur un ancêtre de Napoléon qui était le secrétaire du duc Amédée VIII de Savoie, dont je parlais tout à l'heure, qui à l'époque était devenu un antipape. D'accord. Donc il n'est pas resté longtemps. Et il se trouve que Napoléon était très certainement au courant des activités de ses ancêtres, puisque c'est également, faut pas l'oublier, le seul qui ait jamais eu accès aux caves du Vatican. D'accord. Et il nous apprend, enfin, l'étude de cet ancêtre qui était secrétaire, nous apprend que à l'époque de Jeanne d'Arc, ou plus exactement juste après sa disparition, le pape qui a accepté son procès en révision, c'est également celui-là qui a inventé, je dirais, enfin qui a introduit la fameuse riserva. La riserva, c'est c'est le secteur ultra secret de la bibliothèque Vaticane. Il existait déjà depuis longtemps. Donc c'est le secret du secret du secret. Voilà. Et donc, on peut dire que c'est le même pape qui a instruit le procès en révision de Jeanne. Et c'est celui-là qui a aussi instauré les caves du Vatican. Donc tout ça, c'est écrit. On a et sûrement pas de hasard. Voilà. Et aujourd'hui, pourquoi l'histoire telle qu'on nous la met devant les yeux n'est pas réécrite, d'après vous ? Parce qu'elle est tellement belle comme ça. Oui, mais l'histoire est dogmatique, mais en même temps, ce serait incroyable de la part d'un historien de révéler tout cela, parce que visiblement, il y a des preuves, il y a des écrits du ressuscitement de Jeanne d'Arc qui réapparaît à Orléans, etc. C'est quand même hallucinant. Pourquoi ça ? Non, mais parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas regarder Qu'est-ce qu'on en dit à Orléans, justement ? Est-ce qu'on accepte, justement, cette version de la résurrection de Jeanne d'Arc ? On ne parle pas. On n'en parle pas, parce qu'on est assis sur une rente. Vous voyez, Jeanne, mais ça casserait pas la rente, parce que de toute façon, quoi qu'il arrive... Ah ben non, mais il faut se rendre compte... Ça ferait toujours parler d'Orléans, quand même. Il faut se rendre compte que depuis des siècles, l'université était tenue par l'Église. Ouais, c'est sûr. Bon, c'est seulement depuis Jules Ferry et encore, on est toujours obligé, même avec Jules Ferry, l'école républicaine et laïque, de s'appuyer sur des documents qui, eux, ont été trafiqués, il faut dire le mot, par les prédécesseurs. Donc, comment voulez-vous... Moi, je suis arrivé à mes déductions en ne prenant surtout en compte aucun document direct lié à Jeanne d'Arc, mais des documents de traverse, quoi. Voilà, oui, surtout des documents qui portent sur ses compagnons, sur l'atmosphère de l'époque, sur plein de choses. L'entourage, etc. L'entourage, etc. Et le contexte. Mais surtout pas sur Jeanne d'Arc. Voilà. Jeanne d'Arcadie ou la secrète couronne, Jacques Minier, chez Diamédi. Merci Jacques d'avoir fait le voyage d'Orléans jusqu'à Paris pour nous parler de ce personnage qui fera couler encore beaucoup d'encre, je pense, parce que j'espère. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette pucelle d'Orléans qui ne l'est pas restée longtemps, puisque visiblement elle aurait eu des enfants. Donc voilà. Dans tous les cas, merci mille fois. Cette émission, bien sûr, sera réécoutable du côté de minuit, comme d'habitude en podcast. Vous pourrez la réécouter, la faire écouter comme bon vous semble. C'est ça aussi, Bob vous dit la vérité, c'est l'occasion d'en savoir plus sur des grands personnages qui ont marqué l'histoire de France.